Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. À nouveau ministre, vous êtes donc le ministre des Outre-mer, vous êtes ministre d'État. On va revenir sur ce plan d'ailleurs Mayotte que vous allez présenter en Conseil des ministres demain et que vous allez nous dévoiler dans un instant. Et puis vous étiez le Premier ministre il y a 10 ans au moment des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher et du début de cette année terrible de 2015. Est-ce que finalement vous n'avez pas perdu la bataille ? Quelle bataille ? 10 ans après, la bataille de la liberté, la bataille d'une forme d'insouciance qui est passée. Quand on écoute ceux qui aujourd'hui parlent de cette période, quand on écoute Elisabeth Badinter qui dit 10 ans après la peur a gagné, quand on écoute Alain Jakubowicz que je recevais hier, qui disait en substance que le combat contre le terrorisme islamiste avait été perdu, qu'aujourd'hui ce sont des gens comme Sophia Aram qui sont traités d'islamophobes, est-ce que le combat n'est pas finalement perdu? Je ne le crois pas. Je pense que l'esprit Charlie est toujours là et qu'il est partagé par une immense majorité de Français qui sont attachés à la République, à la laïcité, à la possibilité de critiquer les religions, de se moquer des uns et des autres, de la caricature. Et donc Charlie représente cet esprit français. Mais il est vrai qu'en 10 ans, la menace terroriste, elle est toujours présente. Ces mots du ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, qui dit ce matin, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée. Elle n'a jamais été aussi élevée, il a raison de le dire. Quelques jours après les attentats contre Charlie, à Montrouge, ou contre l'Hyper Cacher, vous le rappelez, de la porte de Vincennes, j'avais dit devant des jeunes, dans un lycée agricole en Seine-et-Marne, que leur génération allait vivre avec cette menace terroriste, parce que j'avais la conviction, et je l'ai toujours, nous avons un danger majeur, qui est celui de l'islamisme, de l'islam radical, des frères musulmans, qui jouent sur le temps long pour frapper les sociétés démocratiques et occidentales. Mais vous vous rendez compte cette phrase, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. J'ai pas fait le décompte, mais je pense que c'est une phrase que vous avez prononcée un très très grand nombre de fois depuis 2015. Vous l'avez prononcé quand vous étiez ministre de l'Intérieur, vous l'avez prononcé quand vous étiez Premier ministre, et depuis, mais cette menace, c'est ça la défaite. Regardez. Non, c'est une guerre qui nous est menée. Je l'avais dit dans mon discours du 13 janvier. Dès les premiers mots. Dès les premiers mots de mon discours. Regardez, les États-Unis viennent d'être frappés. On verra dans quelles circonstances à la Nouvelle-Orléans et à Las Vegas. Il y a quelques jours, l'Allemagne a été frappée. Cette menace, elle existe aux Pays-Bas, en Belgique, dans les pays du nord de l'Europe, en Grande-Bretagne. Elle est très présente en Espagne aussi. Donc, cette menace, elle existe. C'est une guerre qui nous est menée. Et puis, regardez, l'Hyper Cacher a été frappé il y a 10 ans. Nous y serons aussi aujourd'hui et jeudi. Pour les commémorations. Pour ces commémorations. L'antisémitisme connaît une recrudescence après les attaques contre Israël le 7 octobre 2023, à un niveau incroyable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de complices, ou d'idiots utiles, si vous me permettez cette expression, autour toujours du fameux « oui mais ». Au fond, c'est ceux-là qui n'étaient déjà pas Charlie, qui revendiquaient d'ailleurs il y a une dizaine d'années de ne pas être Charlie, sont les mêmes qui avant n'avaient... C'est qui ? Non mais c'est une partie, ça a été une partie de la gauche, de la presse, de certains intellectuels. C'est ceux qui n'avaient déjà pas soutenu Salman Rushdie. C'est ceux qui aujourd'hui ne soutiennent pas Boualem Sansal. C'est ceux qui s'en prennent à Sophia Aram, etc. Donc c'est ceux qui considèrent que combattre l'islamisme et l'islam radical, c'est être, je mets des guillemets, islamophobe, c'est-à-dire ce mot inventé par le régime iranien pour clouer au pilori Salman Rushdie, avec des mots qui sont dangereux, parce que nous le savons, par exemple, Salman Rushdie a fait l'objet d'un attentat où il a perdu un œil. Manuel Valls, est-ce qu'au fond, d'ailleurs, ce que vous prophétisiez à ce moment-là, et ce qui vous a coûté votre popularité. Je voudrais m'arrêter un instant sur des mots de mon confrère Patrick Cohen, éditorialiste à Radio France et sur France 5, qui disait la semaine dernière à propos de vous: on aimerait être certain que les torrents de haine dont est victime Manuel Valls aujourd'hui ne sont dus qu'à sa loi travail, à son ralliement à Emmanuel Macron en 2017, une trahison de sa parole socialiste, à son piteux retour à Barcelone, au zigzag, au dérapage. Mais, il ajoute, il est plus que probable que cette détestation trouve aussi racine
en fait, dans ce qui s'est passé déjà en 2015, dans ses combats contre Dieudonné et Tariq Ramadan, contre l'antisémitisme, dans sa défense de la laïcité sans adjectif, et dans sa façon de rompre avec le mythe unitaire de la gauche en faisant le constat des deux gauches irréconciliables. Est-ce qu'au fond, ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après, c'est pas exactement ça? Moi, je suis au gouvernement, de nouveau, avec une belle mission, qui est celle des Outre-mer. J'ai gouverné, je fais de la politique, j'aime mon pays, je suis un républicain, et c'est normal que je prenne des coups, d'une certaine manière. Et j'ai fait des erreurs, bien évidemment. Et qu'on me critique sur mon bilan, mon action économique et sociale, je trouve ça logique, ça fait partie du débat démocratique. Je ne peux pas appeler à la liberté d'expression et m'indigner qu'on m'attaque. Mais les attaques que je subis, avec cette violence, c'est relents aussi antisémites, parce que tout simplement, je soutiens le droit d'Israël à exister. Nous les retrouvons aussi, je sais pas, par exemple pour Boualem Sansal, qui est un intellectuel aujourd'hui emprisonné l'écrivain franco-algérien, franco-algérien, et parce qu'il combat avec un immense courage, comme Kamel Daoud, un autre grand intellectuel, qui est notre prix Goncourt. Prix Goncourt, ils sont attaqués sur les réseaux par les islamistes, par une partie de la gauche, par ceux qui disent c'est pas bien ce qui s'est passé, les attaques contre Charlie ou qu'on emprisonne un intellectuel en Algérie, mais alors, ils sont très proches de l'extrême droite. On vous disqualifie. Oui, mais alors je vous repose la question. Est-ce que précisément, ça n'est pas perdu quand on voit ça 10 ans après? Ben, si je reviens au gouvernement, si j'ai accepté la belle proposition que m'a formulée François Bayrou, c'est parce que je pense que ces combats sont toujours utiles et indispensables. La société française est davantage divisée et fracturée, oui, comme la plupart des sociétés occidentales, mais les valeurs de Charlie, ce qu'ils défendent, cette rédaction qui a été décimée, mais tous ceux qui aujourd'hui continuent son œuvre, eh bien pour eux, aujourd'hui nous n'allons pas commémorer seulement, même si c'est évidemment très important, des victimes, des amis que nous avons perdus, avec aussi des moments graves. Moi j'ai toujours dit que si seulement l'hypercacher avait été attaqué, s'il n'y avait eu que 7 attentats antisémites, peut-être n'aurait-il pas eu autant de monde dans les rues le 11 janvier lors des grandes manifestations républicaines. Mais Charlie a été, parce que ça a été un attentat, ils le disent eux-mêmes, profondément politique. Vous voyez, on a attaqué la France pleinement pour ce qu'elle était. Charlie, des policiers, les Français juifs, et quelques mois après, bien évidemment, il y a eu le Bataclan, c'est-à-dire un mode de vie. Eh bien, moi j'en appelle un esprit de résistance. Apolline de Malherbe, il ne faut pas avoir peur, mais il faut regarder aussi le danger dans les yeux. Et ce danger, c'est l'islamisme, ce sont les frères musulmans, et c'est tous ceux qui, d'une certaine manière, sont complices de cela. Et c'est pour ça que les mots de Patrick Cohen sont justes. Moi, j'ai pas un mot à retirer sur les raisons de ce combat politique. Et peut-être certains considèrent-ils, parce qu'ils pensaient que j'étais déjà mort sur le plan politique, que me voir revenir est insupportable. Mais Manuel Valls, pour eux. vous dites les complices, c'est quoi les complices? C'est une autre partie de la gauche. Elle est aujourd'hui fracturée sur ces questions-là. C'est là-dessus que la gauche s'est divisée. Bien sûr, pas seulement, mais en tout cas là-dessus, sur les valeurs. C'est la première fois depuis l'affaire Dreyfus, et encore davantage depuis la dernière guerre mondiale, qu'une partie de la gauche participe d'une campagne de haine d'Israël et des Juifs. C'est la première fois qu'une grande partie de la gauche renonce à défendre la République et la laïcité. Voilà, donc c'est ces éléments-là qui font qu'il y a ces fractures. Mais ne perdons pas l'espoir, continuons-nous à nous battre, mais nous sommes dans une guerre que nous mène incontestablement le problème, c'est le terrorisme islamiste, ou est-ce que le problème c'est aussi une forme de permissivité de la société française? Quand on voit ces influenceurs franco-algériens dont on ne sait pas très bien s'ils seraient ou non manipulés par le pouvoir algérien, ou s'ils feraient ça spontanément, mais en tout cas qui profèrent sur les réseaux sociaux de l'apologie du terrorisme abominables sur les femmes, sur la violence, sur le viol, sur les appels au terrorisme. Mais en fait, on se dit, ça fait des semaines qu'ils étaient sur les réseaux sociaux, ça fait des semaines qu'ils parlaient tout haut, au su et au vu de tous. Est-ce qu'il n'y a pas, et puis soudain, quelqu'un, un lanceur d'alerte en quelque sorte, a dit, c'est pas normal. Mais est-ce qu'il n'y a pas une permissivité trop grande? Il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux, mais je vous rappelle qu'avec Bernard Cazeneuve, sous la présidence de François Hollande, nous avons fait adopter cette loi contre l'apologie du terrorisme, d'ailleurs que la France insoumise veut remettre en cause. Mais moi, je pense qu'il y a une bonne
bonne réaction du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice. C'est un combat, voyez-vous, c'est un combat de tous les instants. Il ne faut rien laisser passer. Quand même, regardez l'interdiction de la baya, il a dit dans les écoles, la volonté de protéger davantage les enseignants après les drames que nous avons connus, bien évidemment. Je pense à Samuel Paty. Sur tous ces sujets, il faut rien lâcher. On mène ce combat contre la France parce que précisément c'est l'esprit des Lumières, c'est l'esprit de Voltaire et de Charlie, c'est l'esprit de Boualem Sansal, c'est cette liberté. Le président de la République disait hier quelque chose de très juste devant les ambassadeurs, c'est que partout la liberté est mise en cause, à la fois par une forme d'international réactionnaire que représente M. Musk, qui s'immisce dans tous les débats démocratiques, mais aussi par l'islamisme politique radical qui est puissant et qui vise l'Europe. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a beaucoup de concitoyens musulmans. Ils visent la division, ils veulent séparer les Français des Français ou des citoyens musulmans. Donc nous devons combattre pour chacun et pour faire en sorte que l'unité... Après Charlie, je le dis avec beaucoup d'émotion, cette grande manifestation, c'était l'idée que nous étions unis, qu'il y avait un seul peuple rassemblé autour des valeurs. Et dans ces moments très complexes pour notre pays, moi j'en appelle à cet esprit, je pense qu'on a besoin de cette responsabilité, de cette unité pour faire face aux dangers qui sont devant nous. Sur la question de la division de la société, Manuel Valls, vous évoquiez à l'instant la question de la division de notre société entre communautés. Quand vous entendez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui appelle à un référendum sur les questions d'immigration, mais aussi à interdire plus fermement le voile dans les sorties scolaires, alors que ça n'est pas le cas aujourd'hui hors de l'enceinte de l'école. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que c'est pas une manière de rediviser ? Moi, je pense que face à l'islamisme qui provoque en permanence, écoutez, tout ça est extrêmement bien documenté, ils choisissent l'école à l'extérieur ou évidemment à l'intérieur, en permanence une pression sur les enseignants, sur les familles. Il ne faut rien céder. Il ne faut rien céder et donc il faut réglementer cette question-là. Il faut élargir la loi. Moi, je suis ministre des Outre-mer et je pense que Elisabeth Borne suit ces dossiers-là, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ma position depuis très longtemps. Elisabeth Borne, elle suit ces dossiers-là. Vous me tendez une perche en quelque sorte, parce qu'on a quand même l'impression, effectivement, que il y a des dossiers qui sont les vôtres. Il y a les dossiers de Bruno Retailleau. Il y a une vision dont on sent que vous la partagez sur un certain nombre de points entre vous. Et puis, il y a effectivement Elisabeth Borne qui, elle, est ministre de l'Éducation. Sur le point de Mayotte, on y vient. Vous faites partie avec Sébastien Lecornu, avec Gérald Darmanin, de ceux qui ont demandé à ce qu'il y ait une révision de la question du droit du sol. Et 24 heures plus tard, Elisabeth Borne dit « c'est pas une bonne idée ». Non, il y a deux débats. D'abord, merci de me ramener après ces moments touchants, émouvants, parce que moi, ça a changé aussi ma vie. D'abord celle des Français, bien évidemment, mais il y a un avant et un après. Il y a un avant et après, et au fond, c'est d'une certaine manière de se dire ce qui est essentiel et ce qui est parfois accessoire. Mais je suis à 100%, évidemment, consacré à ma mission. Suivre, répondre aux attentes et aux urgences dans les Outre-mer. Et la première aujourd'hui, c'est évidemment Mayotte. Le plan d'urgence est en train de se mettre en place et nous venons au secours de nos compatriotes mahorais. Mais il faut dire la vérité là aussi. Mayotte meurt, crève de deux maux majeurs, l'immigration irrégulière et l'habitat illégal. Si nous n'arrivons pas à résoudre ces dossiers, s'il n'y a pas une volonté politique, et elle existe bien évidemment, alors tout ce que nous sommes en train de faire, ça sera arrosé du sable. Donc ça doit passer par cette question-là. Je voudrais que vous écoutiez Marine Le Pen qui était à Mayotte encore hier. Écoutez. Moi, je suis venue parce que je voulais savoir si ce que me disaient les habitants correspondait à ce que je lisais dans les rapports, et notamment les rapports ministériels ou les rapports de la préfecture. Voilà. Et la réponse est non. Il semblait dans les rapports que tout allait, quasiment tout était remis en situation concernant l'eau, concernant l'électricité. Je suis désolée, mais on a fait le tour de l'île aujourd'hui. Et l'intégralité des habitants de ces villages nous ont dit on n'a pas d'eau et on n'a pas d'électricité. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi aussi, j'ai fait le tour de l'île. Et je veux pas polémiquer avec Madame Le Pen ou avec quiconque sur ce sujet-là. Et je l'ai dit très sincèrement. Il y a 70% des habitants qui ont été réalimentés en électricité et la quasi-totalité de la population à l'eau courante. Mais, d'abord, c'est parfois par intermittence. Et puis ensuite, ça n'arrive pas partout.
dans les villages et dans les communes. Et nous nous sommes donné un objectif, c'est sur ces sujets-là urgents, mais c'est vrai aussi sur les déchets ménagers qu'il faut enlever, qu'il faut dégager. Nous nous sommes donné quelques semaines encore, parce que c'est un travail très difficile. Jamais cette île, et jamais d'ailleurs la France n'avait connu une telle catastrophe naturelle. Quels sont les éléments concrets que vous allez apporter à Mayotte dans les jours qui viennent? Quel est le contenu de votre plan? La priorité des priorités, c'est la réussite. Nous parlions d'Elisabeth Borne, évidemment, elle est penchée là-dessus essentiellement. La réussite de la rentrée scolaire. À partir du 13 et surtout du 20 janvier, on a à peu près 70% des écoles et des classes qui sont préservées, mais elles étaient surchargées pour des raisons démographiques, à cause de l'immigration irrégulière aussi, je l'évoquais, pour réussir une rentrée qui ne sera pas une rentrée comme celle que l'on peut connaître ici dans l'Hexagone. Ça mettra encore plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, parce qu'il faut aider les communes, c'est ça l'urgence, avec des financements de droit commun, et pas besoin d'une loi, pour aider les communes et le conseil départemental, pour rénover, reconstruire, acheminer du matériel, des fournitures scolaires, pour reconstruire évidemment les écoles, les collèges et les lycées. Ça, c'est l'urgence. Nous veillons beaucoup au risque d'épidémie, il faut faire très attention. Mayotte a connu il y a quelques mois une épidémie de choléra, il y a toujours il peut y avoir des épisodes de dingue, par exemple. Donc, moi, je ne dresse pas un tableau idyllique. Je dis la vérité là-dessus. Et puis nous allons lancer, avec l'INSEE et les maires, ce recensement, parce que sans doute aujourd'hui, on n'est pas loin des 500 000 habitants sur Mayotte. Nous avons besoin de cela. Et puis enfin, poursuivre la lutte contre l'immigration régulière. Pour cela, il faut reconstituer les radars. Mais ça viendra dans un deuxième temps? Non, il y a des choses qui peuvent être déjà faites. Il y a 7 lois d'urgence pour écraser les procédures, pour faire que les normes soient beaucoup plus faciles, pour aider à la reconstruction, notamment des toits, puisque c'est ceux qui ont des Mahorais, avec des prêts directement. Avec la question des bidonvilles, est-ce qu'il faut les interdire? Alors, il y a d'abord la priorité, c'est le toit des Mahorais. C'est la reconstruction de leur maison. C'est ça qu'ils demandent. Dans la loi, vous distinguez les Mahorais qui ont des maisons en dur, bien sûr, de ceux qui n'étaient pas recensés, qui étaient une partie d'une population illégale, officiellement en tout cas, et qui, elles, vivaient dans les bidonvilles. C'est 50% de la population. Mais eux, ils n'ont pas le droit de reconstruire des... 50% de la population à Mayotte est étrangère. Mais ça veut dire que et une eux grande ne partie doivent pas irrégulière. Reconstruire leur toit, ils ont reconstruit très rapidement ces bidonvilles. Donc, dans la loi, nous allons mettre des éléments qui nous permettent sur le foncier, sur l'urbanisme. Mais on interdit comment à quelqu'un c'est difficile d'interdire quelque chose qui est en soi interdit. De se faire un toit avec les tôles qu'ils trouvent. C'est pour ça, Pauline de Malherbe, c'est une très bonne question, que les choses ne sont pas aussi faciles en claquant des doigts. C'est pour ça que cette loi, comme celle que je présenterai avec d'autres membres du gouvernement en mars, qui se rappellera la loi Mayotte debout, pour reprendre l'expression du Premier ministre, de François Bayrou, qui est une loi programme pour reconstruire, parce qu'il faut bien évidemment que le visage de Mayotte change totalement. C'est dans cette loi-là qu'il y aura la question du droit du sol? Il y aura des aspects d'immigration, de sécurité, de développement économique et de développement éducatif essentiellement. Le droit du sol, c'est une réforme constitutionnelle. Donc, avant de lancer une réforme constitutionnelle, ça ne m'appartient pas. S'il y avait un référendum sur l'immigration, comme le demande par exemple Bruno Retailleau, vous savez que s'il y avait l'ouverture de questions constitutionnelles, vous pourriez les mettre aussi dans des référendums? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un référendum sur l'immigration. Mais permettez-moi de vous le dire, je suis au gouvernement désormais, qu'une réforme de la Constitution, elle ne peut être initiée soit par le Parlement, soit par le Président de la République. Mais en revanche, en matière de détection et d'interception par voie maritime et aérienne, ce qu'on est en train de remettre avec l'idée de reconduire à la frontière. Avant, c'était 25 000 personnes par an. Maintenant, c'est évidemment 35 000 ou 40 000. De revoir les relations avec les Comores. Le président de la République en a parlé hier. De lutter davantage contre les passeurs et la traite d'êtres humains. Et puis, il y a 2 sujets, qui est la reconnaissance frauduleuse de paternité, qui est un élément très lourd, avec beaucoup d'argent, frauduleux, bien sûr, à Mayotte. C'est un trafic de paternité, quoi. C'est un trafic de paternité. Ce sont des milliers et des milliers d'euros, et ça concerne beaucoup de monde. Et puis, on peut agir sur la durée de résidence régulière des parents, sur l'accès des enfants à la nationalité française. Ça avait déjà été fait. Donc, les critères du droit du sol, que vous évoquiez, ils peuvent être durcis. Sur ces sujets-là, nous pouvons agir assez vite. Ça vous a fait quoi d'être traité de merde, pardon, et de détron par un auditeur en direct, il y a 10 jours? Juste après notre retour en politique. Le fait d'en parler, d'une certaine manière, c'est donner une prime à ces gens qui vous insultent. En réfléchissant à la manière dont je revenais avec cette belle mission sur l'outre-mer,
parce qu'on tire aussi des leçons du passé, y compris des comportements, des erreurs que l'on peut connaître, je me suis fixé une règle. Je ne suis pas un revanchard, moi. Je trouve que gouverner de nouveau, assumer des responsabilités pour ce pays que j'aime par-dessus tout, c'est une chance inouïe. Donc cette chance, elle m'est donnée par le président de la République et par le Premier ministre, avec une mission des Outre-mer qui souffre. Mais vous avez dit tout à l'heure, être critiqué, c'est normal. C'est pas de la critique, là, c'est une forme de haine. C'est de la haine, c'est de l'insulte, mais raison de plus pour me consacrer à ma mission. La Nouvelle-Calédonie, la vie chère dans les Antilles ou à La Réunion, les problèmes d'immigration, le narcotrafic qui est en train de déstabiliser des sociétés comme celle de la Guyane, de la Guadeloupe ou de la Martinique, et tracer ce chemin, répondre à ces attentes. On est dans un moment où on a tous besoin, au fond, d'avoir un comportement qui est à la hauteur des attentes et des inquiétudes, des angoisses des Français. Vous vous êtes retrouvé dans cette salle du Conseil des ministres puisque vous êtes ministre d'État, le protocole le veut, vous deviez être quasiment en face d'Emmanuel Macron. Il voulait que vous soyez ministre, vous? Oui, il me l'a dit. Il a mis du temps quand même à revenir vous chercher. Non, mais je n'aurais pas pu être. D'ailleurs, c'est pas lui qui est venu vous chercher. Non, mais oui, mais sans lui, c'est lui qui m'a nommé aussi. Pour moi, il y a toujours une forme de fierté. Vous savez, là où je me suis assis, y compris ce matin devant vous, il y a toujours un peu d'émotion, il y a toujours un peu de tract. Moi, je suis jamais blasé. Dans l'exercice de l'interview, du ministère. Non, je suis pas. Je ne suis pas né français. J'ai appris à être français. La République, l'école publique, mes parents, bien évidemment, les gens qui m'aiment m'ont tout donné. Servir de nouveau mon pays, mais c'est une chance et une responsabilité incroyable. Et je veux être à la hauteur de cette responsabilité. Et donc, je réponds pas à ces misérables qui doivent être d'ailleurs des personnages bien triste pour proférer de telles insultes, mais moi je sers la République et la France. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à mes questions ce matin, ministre des Outre-mer et ministre d'État.